Bonjour. C'est bon ou pas ? Alors, je vais donc intervenir sur les techniques et manœuvres des régimes négationnistes. Et quand Frédéric Ancel m'a proposé de participer à ce colloque, je lui ai donc, moi, répondu que j'aimerais intervenir sur un homme, donc à mon sens essentiel dans cette histoire du négationnisme, c'est Robert Faurisson. Quel est le lien entre Robert Faurisson et le négationnisme d'État? C'est clair, c'est l'Iran. Et donc la quinzaine de minutes que je vais respecter pour cette allocution, je vais être un peu longue en introduction parce que je pense qu'il faut bien établir le cadre et donc revenir sur cette intrusion de Robert Faurisson dans l'histoire de l'Iran et cette préparation de l'Iran au négationnisme d'État. Il y a une toute petite chose sur laquelle je voudrais insister, et je sais qu'après qu'il y aura des questions, c'est évidemment Israël qui est central dans l'histoire du négationnisme. Et je voudrais revenir 2 secondes sur l'année 1948, année où Maurice Bardèche publie son premier ouvrage, Nuremberg ou la terre promise. Et il faut savoir qu'évidemment, c'est l'année de la naissance d'Israël et qu'au fur et à mesure, on voit que dans l'histoire du négationnisme international, ce pays est central puisqu'il va modifier aussi l'évolution du discours négationniste. Robert Faurisson, historien du régime iranien, donc c'est le titre de mon intervention. Je voudrais l'introduire par deux faits historiques qui sont immédiats. Il y a 15 jours, au théâtre de la Main d'Or, Dieudonné a présenté ce qu'il pourrait appeler donc son nouveau film, un film qui se nomme L'Antisémite. Alors c'est pas un film qui va être diffusé dans les salles de cinéma, c'est un film qui va exclusivement dans un premier temps sortir en DVD. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieudonné joue le personnage central dans ce film, donc il joue l'antisémite. Et que je vous passe l'histoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parmi les acteurs principaux figure Robert Faurisson. Et que ce film a été cofinancé par l'Iran. Et qu'il a été retenu, selon Dieudonné, pour être présenté à un prochain festival iranien traitant du cinéma. Vous le savez comme moi, depuis le début des années 2000, on va dire que Dieudonné, pour être assez neutre, dérive vers le négationnisme, qu'il a vraiment une place aujourd'hui dans cette histoire du négationnisme. C'est celle d'un provocateur qui rend régulièrement hommage au président iranien. Et par exemple, un de ses derniers spectacles s'appelait Mahmoud. Premier film, l'antisémite. Deuxième film, je voudrais vous parler d'un petit film qui est sorti sur Internet. Il se prénomme Un homme. Et si cette référence est assez scandaleuse par rapport, évidemment, au Primo Levi, ce film d'1h30 est en fait une mise en scène de Robert Faurisson. Donc pendant 1h30, Robert Faurisson explique devant caméra en quelque sorte son itinéraire. Il explicite, mais en même temps, bien évidemment, j'allais dire, parce que ça rentre dans sa méthode, il occulte tout ce qui peut nuire à sa personnalité, à son passé. J'y reviendrai. Ce film s'appelle Un homme. Il a été réalisé par Paul-Éric Blanc-Rue, qui est quelqu'un qui apparaît récemment dans l'histoire du négationnisme. Il peut être visionné, entre autres, sur un site qui s'appelle holocauste.com. Et qui est Paul-Éric Blanc-Rue? C'est donc un nouveau idéologue qu'on l'aperçoit souvent aux toilettes de la Main d'Or de Dieudonné, donc, et qui est entre autres à l'origine de la rencontre Dieudonné-Faurisson et qui est donc entre autres à l'origine de cette montée sur scène de Faurisson sur la scène du Zénith en décembre 2006. Qu'est-ce qui relie ces deux hommes? L'Iran, entre autres, et aussi une autre personne qui est donc Robert Faurisson, évidemment. Alors, Robert Faurisson trouve en Dieudonné et Blanc-Rue de nouveaux associés parce que tout ce qu'a dit Christophe Bourseiller, c'est vrai, il y a eu une espèce d'alliance entre une ultra-gauche dans les années 78 qui a, on va dire, propulsé l'histoire du négationnisme avec l'affaire Faurisson. Cette alliance, elle est maintenant consommée, elle est terminée. Et aujourd'hui, le négationnisme, avec cette nouvelle nébuleuse, Dieudonné, Blanc-Rue et d'autres, il se passe essentiellement en Iran et dans d'autres pays, d'où le négationnisme d'État. Parce qu'il faut bien voir aussi qu'un homme comme Faurisson, qui est un personnage vraiment, je le redis, essentiel dans cette histoire du négationnisme, a quand même de plus en plus de difficultés à s'exprimer en France avec la loi Guessot.
Il va donc trouver dans d'autres pays une nouvelle tribune, et notamment en Iran. Avant de vous expliquer en quelques minutes comment Faurisson est devenu, entre guillemets, l'historien officiel de l'Iran, je voudrais revenir sur ce personnage qui est assez complexe. Faurisson est né en 29, donc il vient d'avoir, il y a quelques jours, 83 ans. Et c'est un homme qui est très très complexe pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que c'est un homme au passé extrémiste qu'il a toujours occulté. C'est donc un homme qui a vraiment des accointances avec l'extrême droite. Et ce qu'il dit depuis des années, c'est-à-dire que mon négationnisme est apolitique, évidemment, c'est faux. C'est un homme très complexe aussi parce que c'est un provocateur né, on va dire, depuis très très longtemps. C'est un littéraire, un enseignant en littérature. Il a voulu avant tout se faire connaître. Donc il a initié pendant les années 60 une affaire Rimbaud. Donc il a voulu démythifier tout ce qu'on disait sur Arthur Rimbaud. Il y a eu un petit scandale, une médiatisation de ses thèses. Tout ça pour vous amener à ce qu'il appelle la négation des chambres à gaz, parce que c'est quelqu'un qui a voulu faire un scandale, ça j'en suis persuadée. Il a essayé différents auteurs, différents littéraires, ça n'a pas fonctionné. Et c'est vrai qu'avec ce qu'il nomme le mythe des chambres à gaz, ça a fonctionné. Il y a eu un scandale en France qu'on nomme l'affaire Faurisson. Très vite, en même temps, Faurisson a perdu un peu, n'a pas vraiment eu le succès escompté. Et je vais très très vite, mais il y a un homme qui est essentiel dans le négationnisme Iran et les pays arabes, c'est Roger Garaudy, parce que vous le savez, c'est avec l'affaire Garaudy que le négationnisme s'est vraiment introduit dans les pays arabes, et que là, Faurisson a vraiment perdu ce qu'il pouvait appeler son aura au sein du milieu négationniste. Nous sommes donc au début des années 2000. Roger Garaudy ne peut plus assurer, je vais très très vite évidemment, son livre, etc., parce qu'il est trop âgé, étonnamment. Et Robert Faurisson, qui a une dizaine d'années moins que lui, va prendre la relève. Et c'est là qu'il va commencer une espèce d'entrisme au sein de l'Iran. Au début des années 2000, donc en novembre 2000, Robert Faurisson se trouve en Iran. Et il est là pour préparer déjà une conférence qui ne devrait pas se dérouler en Iran, mais qui devrait se dérouler à Beyrouth. Il est en Iran pour rencontrer un négationniste suisse, Jürgen Graf. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les liens avec l'Iran vont commencer à s'établir. Cette conférence qui devait avoir lieu au printemps 2001 à Beyrouth n'aura pas lieu suite à des manifestations assez importantes d'intellectuels, d'historiens. Mais à partir de ce moment, on se rend bien compte que Faurisson va établir des liens avec l'Iran qui vont donc rester et qui vont aboutir à ce négationnisme d'État. Très vite, il va être présenté comme un historien français. C'est vrai qu'il va intervenir dans des sortes de débats, de simulacres des débats dans des télévisions iraniennes. La principale, c'est Sahar 1. Et donc, quand on a besoin d'un spécialiste, les journalistes iraniens vont le contacter souvent par téléphone en France, il réside à Vichy, et c'est là qu'il va commenter certaines émissions iraniennes qui sont évidemment des émissions provocatrices et qui sont là pour démontrer ce qu'ils appellent l'instrumentalisation de la Shoah. Par exemple, quand je vous parle d'un commentaire de Faurisson sur une chaîne iranienne qui est diffusée par le câble en France, à chaque fois, les autorités françaises vont réagir et vont tenter de condamner Faurisson par rapport à la loi Guesso, puisque c'est diffusé sur le territoire français. Donc, par exemple, là, à ce moment-là, quand il va commenter cette émission, il sera condamné en France. Comme vous le savez, en août 2005, Mahmoud Ahmadinejad va devenir le président iranien, et à partir de ce moment-là, on se dirige très rapidement vers un négationnisme d'État. Et à partir de ce moment-là, on va dire que Faurisson va prendre de plus en plus d'ampleur dans l'histoire iranienne. Le 2 novembre 2005, on est le lendemain de l'adoption par l'ONU d'une résolution nommée Mémoire de l'Holocauste, qui vient essayer de contrer les multiples provocations d'Ahmadinejad sur l'histoire de la Shoah. Il faut savoir, par exemple, que Faurisson est interviewé par une agence de presse iranienne et qu'il est quand même présenté, je cite, comme le principal chercheur européen en matière de révision de l'Holocauste. Donc, dans ces interviews qui paraissent donc en Iran dans des journaux iraniens, c'est quelqu'un qui va non seulement réaffirmer son négationnisme, mais qui va aussi se permettre de donner conseil à tous ses amis musulmans.
Au fur et à mesure, vous le savez aussi, que le président iranien va multiplier ses provocations à l'encontre de l'Occident et va affirmer son négationnisme. Et là, on arrive à un point assez central dans cette histoire de l'intrusion de Faurisson comme historien iranien. Je vais vous lire un petit passage qu'un Iranien qui est directeur d'un institut NEDA des sciences politiques, qui écrit une lettre à Robert Faurisson donc en décembre 2005. Je vous la lis parce que je pense que c'est là et qu'on voit vraiment l'importance de ce négationniste français au sein de l'Iran et de cette intrusion donc du négationnisme. Donc je lis cette lettre que Faurisson reçoit en décembre 2005. Monsieur le professeur, je saisis cette occasion pour vous exprimer à vous-même et à tous les révisionnistes le profond regret qu'inspire à l'Institut NEDA des sciences politiques la résolution de l'ONU dont je viens de vous parler. À l'heure présente, nous pensons qu'indubitablement le président fera tout ce qui est en son pouvoir si vous prenez contact avec lui et lui demandez son assistance pour l'organisation d'une conférence internationale sur le révisionnisme. Au cas où, à cet égard, vous auriez besoin de notre aide, n'hésitez pas à vous mettre en rapport avec nous, nos meilleurs vœux vous accompagnent, etc. À partir de décembre 2005, donc, il y a Robert Faurisson qui est investi officiellement de cette mission donc, d'organiser une conférence en Iran. Alors Faurisson va répondre deux choses. Donc déjà qu'il est très honoré de recevoir cette lettre, évidemment, qu'il trouve l'attitude du président iranien très courageuse, mais que ça semble un peu difficile dans l'immédiat d'organiser cette conférence. Il se souvient évidemment de l'échec de la tentative d'organisation de la conférence en 2001. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, la majorité des négationnistes sont emprisonnés, donc c'est difficile évidemment de les sortir de prison pour qu'ils participent à une conférence. Par contre, il émet le souhait aussi de créer en Iran un centre international d'études révisionnistes. Tout ça pour vous dire, et je vais conclure là-dessus, c'est que vous le savez qu'en février 2006, il y a un concours de caricature qui est organisé en Iran et qui va amener quelques mois plus tard, en décembre 2006, à une conférence négationniste sur le thème, je cite, « Études sur l'Holocauste, perspective mondiale ». En décembre 2006, donc, on va dire que le négationnisme en Iran devient officiellement, alors que de multiples signes avant-coureurs le montraient, un négationnisme d'État. C'est quand même la première fois dans l'histoire que ce qu'ils appellent un colloque, qui n'en est pas un évidemment, réunit une soixantaine de participants négationnistes, donc pour tenir des propos négationnistes au sein d'un pays. Tout ça pour vous dire aussi que la plupart des participants vont évidemment donner des interviews sur les chaînes officielles iraniennes à la suite de ce colloque. Et pour vous dire aussi, pour conclure définitivement, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, évidemment, que depuis ce temps-là, le négationnisme d'État persiste en Iran et qu'il faut bien voir aussi quelle est la place de Robert Faurisson dans cette histoire. On se demande quand même pourquoi aujourd'hui introduire cet homme qui a quand même 83 ans au sein de ce pays et quel est l'intérêt. Alors je crois qu'il faut revenir sur ça une seconde. Faurisson est vraiment introduit en Iran parce que tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué, depuis le début des années 2000, il voulait avant tout propager ses thèses là-bas et qu'en France et dans les pays européens, il fait figure d'un provocateur né et c'est pour ça qu'avant tout, Dieudonné et les autres ont instrumentalisé cet homme. Voilà, je vous remercie.